Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, madame, monsieur, nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes d'infos continues, À la une de cette édition, l'appel à la paix et à la cohésion sociale du ministre en charge de la réconciliation nationale en visite hier à Ménaka. Colonel-major Ismaël Ouagué a notamment rencontré les forces vives de la région en insistant sur la consolidation des acquis. Invité de ce 13h dimanche, le directeur général de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, l'ONEF, vient de publier 4 rapports emploi. Bouakar Diallo nous expliquera le contenu de ces documents. 13h dimanche, c'est aussi une large page consacrée à l'actualité sur le continent et dans le monde. Et puis à suivre le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Diurté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel est le menu de l'actu des sports ce dimanche? Dans la page sport, nous allons parler de 2 disciplines, le football et le basketball. En football, il sera question du tournoi IFOA Zone A qui démarre aujourd'hui en Mauritanie. On parlera également du CHAN et du mondial féminin des moins de 20 ans. On terminera avec la balle au panier avec la 4e fenêtre des qualifications pour le mondial 2023 sur le continent. L'actualité des sports à suivre dans une vingtaine de minutes et puis Focus Santé porte ce dimanche sur la santé bucco-dentaire. Rendez-vous en fin de journal avec Barakissa Ouattara. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, encore une fois, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. Le ministre en charge de la réconciliation en visite à Ménaka, colonel-major Ismaël Ouagué, est allé à la rencontre des forces vives de la région pour trouver une solution définitive à la situation qui prévaut dans la région. Elles sont d'ordre sécuritaire, sanitaire et humanitaire. Le ministre Ouagué a saisi cette occasion pour appeler tous les fils et filles de la région de Ménaka à se mobiliser pour consolider les acquis de la paix et de la cohésion sociale. Bouakar Kanouté, commentaire. Je suis venu écouter la population de Ménaka pour recenser les doléances en vue de trouver des réponses aux préoccupations de la région conformément aux instructions du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est en ces termes que le ministre de la Réconciliation, Ismaël Ouagué, a planté les décors de sa visite. Cette visite a permis au ministre de rencontrer les partenaires du Mali, les FAMA, les groupes signataires et les déplacés. Partout, il a prôné la cohésion sociale et appelé à la vigilance. Colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix, de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le but de la visite, c'est qu'après les événements de Ménaka depuis un certain temps, la situation sécuritaire, la situation humanitaire est un peu compliquée. Donc j'ai été dépêché, envoyé par son excellence le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour venir voir ce qui se passe, constater, prendre, écouter les doléances, les besoins de la population de Ménaka, à savoir les besoins sécuritaires, les besoins de développement, les besoins sanitaires, les besoins humanitaires, afin de faire des propositions concrètes, cohérentes et urgentes pour la prise en charge de ces questions. Nous sommes en partenariat avec l'aménagement de façon locale qui fait de très bon boulot, et aussi avec d'autres partenaires socio-techniques qui nous aident vraiment à prendre en charge les déplacés. J'ai visité le camp des déplacés, c'est incroyable ce que j'ai vu. Je pense qu'il est important que chacun se mette ensemble. Les autorités administratives et traditionnelles de la région ont fait l'état des lieux de la situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire de la région. Mohamed Al-Hanafi Maïga, gouverneur de la région de Ménaka. Le nombre de réfugiés, quant à lui, se chiffre à 12 125 individus, soit 2031 ménages. Les besoins des personnes déplacées et des réfugiés sont de plusieurs ordres, dont les plus prioritaires sont les vivres et l'eau, les abris, la scolarisation des enfants et les besoins sanitaires. Au titre des actions, je dois rappeler que lors de votre visite au mois d'avril, vous avez, au nom du gouvernement, remis symboliquement 30 tonnes de riz au PDI de la première vague. Moussa Thiegou Maïga, chef de village de Ménaka. Le problème sécuritaire est là, le problème alimentaire est là. Pour revenir à votre mission, Ménaka n'a jamais connu de conflit racial. Mais le conflit intercommunautaire existe. De par même nos activités, nous sommes opposés.
nous avons nos petits problèmes qu'on gère entre nous et on trouve les solutions. Mais avec la prolifération des armes, la situation a tourné. On est dans les règlements de compte, on est dans les crimes organisés, on est dans les crimes ciblés. Tout ce que nous devons faire, c'est de procéder vraiment à ce DDR. Le ministre Ouagué dit avoir pris bonne note des préoccupations de la population de la région de Ménaka. L'ONEF, Observatoire national de l'emploi et de la formation, publie 4 rapports d'études réalisés en 2021. Ce sont des documents qui traitent, entre autres sujets, la problématique d'emploi au Mali, la pauvreté et autres problèmes auxquels le Mali est confronté, faute d'une statistique fiable. Ces rapports devraient permettre d'insuffler une nouvelle dynamique dans le volet insertion. On en parle avec M. Boubacar Diallo, directeur général de l'ONEF. M. Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci de répondre à notre invitation dans ce studio. 4 rapports rendus publics. Présentez-nous brièvement le contenu de ces documents. Oui, merci bien. Moi, je remercie encore une fois de plus leur thème de nous avoir donné cette opportunité. En fait, comme vous l'avez si bien dit, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation est un EPST, établissement public à caractère scientifique, qui a pour vocation de faire des études et recherches dans le domaine de l'emploi et de la formation au Mali. Donc, c'est dans le cadre de notre mission que nous avons réalisé un certain nombre d'études en 2021, donc qui ont été tous validés par notre comité scientifique. Donc, il était aussi de notre devoir d'informer les utilisateurs des contenus de ces différents rapports. Donc, le premier rapport intitulé « Rapport national sur l'emploi auprès des ménages » est un rapport très intéressant qui donne la situation globale de l'emploi au Mali. Chaque année, nous publions ces rapports-là. Ça permet de savoir il y a combien de Maliens qui étaient en situation d'emploi. Il y avait combien de Maliens qui... Dites-le nous directement. Donc, le premier rapport en termes de chiffres. Oui, en termes de chiffres, on peut dire que ce que nous avons constaté sur 20 310 000 habitants au Mali, on a constaté qu'en fait, il y avait 9 995 000 qui avaient l'âge de travailler, 15 ans et plus. C'est ce qu'on appelle la population en âge de travailler. Donc, on essaie de voir dans ce groupe de population, il y avait combien qui occupaient un emploi. Donc, on a constaté sur les 9 995 000 qu'il y avait à peu près 6 327 000 qui occupaient un emploi. Voilà, donc ce qui nous permet de déterminer un taux d'emploi de 63,3% en 2020. Okay. Donc ce qui est important à retenir, on a quand même, c'est presque la même tendance qu'on a observée depuis un certain temps. Le taux d'emploi de façon globale au Mali tourne autour de 60%. Mais il faut reconnaître que, bon, bien vrai que les statistiques de 2021 que nous avons effectivement réalisées, quand même a constaté une baisse. Par exemple, on passe de 63% à peu près à 60% de la population en emploi. Voilà. Donc, quand on regarde aussi cette population, on se rend compte que la majeure partie de ceux qui travaillent exercent dans le milieu agricole. Voilà. Donc, dans le domaine agricole, il y a à peu près 67,8% de la population qui travaille dans ce secteur. Donc, le deuxième secteur qui vient après le secteur agricole, c'est le secteur tertiaire qui emploie à peu près 22,9%, dont 13,7% pour le commerce. Et le deuxième rapport? Voilà, le deuxième rapport, c'est un rapport d'analyse situationnelle annuelle sur le marché du travail qui nous permet aussi de savoir effectivement, par exemple, le nombre de jeunes diplômés qui arrivent sur le marché. Faites-nous le point. Voilà, bon, le nombre de jeunes, par exemple, quand on a analysé un peu les données, on s'est rendu compte que, bon, les diplômés en BT, CAP, etc., qui arrivent chaque année sur le marché augmentent d'année en année. Et au niveau de l'enseignement supérieur aussi, l'effectif est très élevé. C'est pas on n'a pas pris en compte les universités privées, il s'agit uniquement des universités publiques. Donc là aussi, l'effectif est très élevé. Parmi les effectifs, quand on compare les effectifs des différentes universités, on se rend compte que l'université des sciences sociales et des gestions vient en première position avec plus de à peu près 40% des effectifs.
Donc je pense que ça, c'est vraiment des indicateurs que nous avons effectivement publiés à travers le deuxième rapport. Le troisième rapport, c'est une enquête d'insertion que nous avons réalisée pour les sortants des dispositifs de la formation professionnelle. Donc ceux qui s'orientent vers la formation professionnelle. Donc on a analysé en 2019 ceux qui ont eu leur attestation. Donc 2 ans après leur entrée sur le marché du travail, on a fait une observation pour voir il y a combien qui ont eu un emploi après la fin de leur formation. Donc le taux tourne autour de à peu près 77% de taux d'insertion pour ceux qui s'orientent vers la formation professionnelle. Donc ça, je pense que un résultat très intéressant. Ça veut dire que le taux d'insertion est très élevé au niveau de la formation professionnelle. Voilà. Donc, et le dernier document? Le dernier document, c'est une enquête de satisfaction des bénéficiaires directs et finaux du programme de formation et insertion professionnelle qui est financé par la coopération luxembourgeoise dans la région de Ségou et de Sikasso. Donc, comme déjà on est arrivé à la fin de la première phase du projet, ce projet effectivement apporté un appui au centre de formation en termes d'équipement, en termes de formation des formateurs. Effectivement, tout ça, c'était vraiment dans l'optique d'améliorer un peu la qualité des formations. Donc, on a fait une évaluation pour voir est-ce que les différents bénéficiaires sont satisfaits des prestations du projet. Globalement, si vous devez juger, ce tableau est-il reluisant ou pas? Est-ce que l'emploi et l'insertion professionnelle se portent bien? C'est un secteur qui se porte bien au Mali. Bon, l'emploi, comme je l'ai dit, effectivement, quand on compare seulement les chiffres de 2020 à 2021, on voit effectivement on constate que le taux d'emploi a baissé à peu près de 3 points. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas en emploi augmentent, etc. Ça, c'est un aspect. Maintenant, l'insertion aussi, je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, quand on regarde les statistiques, en fait, le problème d'insertion se pose uniquement, surtout au niveau de ceux qui ont fait une formation universitaire. Et c'est vrai. Sinon, pour ceux qui n'ont pas du tout, ne sont même pas allés à l'école ou bien qui ont le niveau secondaire, le taux d'insertion est peu élevé. Maintenant, mais quand on a fait une étude pour l'enseignement supérieur, on s'est rendu compte que le taux d'insertion est très faible. Monsieur Diallo, à qui sont destinés ces rapports et pour quel usage? Bon, ces rapports sont destinés au grand public, notamment aux décideurs. Voilà, tous ceux qui peuvent prendre des décisions pour pouvoir améliorer en fait, l'employabilité des jeunes, notamment l'État d'abord. Il y a également les partenaires effectivement qui interviennent beaucoup dans ce secteur-là aussi. Ces rapports effectivement les aident dans la formulation des différentes interventions qu'ils mènent sur le terrain. Il y a également les chercheurs et également les demandeurs d'emploi aussi vraiment sont intéressés par ces rapports parce que ça permet quand même de leur donner des signaux par rapport aux opportunités qui s'offrent sur le marché du travail. Une dernière question, que recommandent essentiellement ces 4 rapports? Bon, comme c'est des rapports différents, bon, chaque rapport avec des recommandations spécifiques. Bon, maintenant, ce qu'on peut dire par rapport surtout à l'emploi, au rapport concernant l'emploi, la situation globale de l'emploi. Donc, vraiment, ce qui est déplorable, c'est vraiment le taux d'emploi informel. Il est très élevé dans notre pays, le 97% de taux d'emploi informel. Donc, alors que ceux qui travaillent dans l'informel vraiment sont dans la précarité totale parce qu'ils vivent au jour le jour, etc. Donc, c'est des gens qui peuvent tomber à tout moment dans la pauvreté. Raison pour laquelle nous avons recommandé qu'il faut un changement vraiment structurel de notre économie et faire en sorte qu'on puisse effectivement faire sortir les gens dans l'informalité. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect aussi, il y a un autre rapport, effectivement, surtout le projet qui a appuyé les centres de formation au niveau de Ségou. On s'est rendu compte qu'effectivement, dans le cadre de leur intervention, il y a peut-être des centres qui ne sont pas tout à fait satisfaits, surtout des appuis qui sont apportés. Donc, on a fait effectivement des recommandations dans ce sens-là. Voilà. Monsieur Boubacar Diallo, je rappelle que vous êtes directeur général de l'ONEF, Observatoire national de l'emploi et de formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Excellente journée à vous. L'actualité internationale dans quelques instants.
Au Burkina Faso, les populations du Sahel ont marché hier pour dénoncer l'insécurité. Les gens sont venus des différentes provinces de la région du Sahel. Leur colère était exprimée sur des banderoles et pancartes. Le Sahel est déstabilisé, il agonise. Nous sommes aussi des Burkinabés, pouvait-on lire sur donc les banderoles et pancartes. Au Tchad, les travaux du dialogue national inclusif et souverain se poursuivent ce week-end. Le règlement intérieur a enfin été adopté. Il faut désormais installer un présidium pour diriger les assises, ce qui est prévu ce dimanche. Le parti Les Transformateurs a organisé une mobilisation hier après-midi à l'appel de l'opposant Succès Masra. La formation politique refuse toujours de rejoindre les débats et dénonce un dialogue non inclusif et déjà joué d'avance. L'Angola enterre ce dimanche son ancien président José Eduardo dos Santos. Il est mort le 8 juillet dernier à Barcelone hier. Le cercueil de celui qui a dirigé le pays pendant 42 ans a été exposé place de la République à Luanda. Au premier jour du 8e forum japonais et africain sur le développement en Afrique, TICAD, le gouvernement japonais a annoncé hier à Tunis la signature de plusieurs conventions. Il s'agit d'une aide de 30 milliards de dollars sur 3 ans pour le financement de projets en Afrique. On en parle avec vous, Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors le Japon entend ainsi contribuer à une croissance de qualité sur le continent. Dès l'ouverture du sommet, le Premier ministre japonais a dit vouloir contribuer à une croissance de qualité en Afrique, annonçant des investissements de 30 milliards de dollars sur 3 ans. Le Japon donne la priorité à une approche valorisant l'investissement humain et une croissance de qualité, a déclaré Fumio Kishida dans un discours. Industrie pharmaceutique, santé ou encore énergie verte, le Japon souhaite investir dans plusieurs secteurs, selon le chercheur Katsumi Hirano, membre de l'agence japonaise chargée de la promotion du commerce extérieur. Nous nous intéressons au développement d'énergie à base d'hydrogène et les autres énergies renouvelables. Donc notre souhait pour l'Afrique, ce n'est pas d'exploiter plus les ressources minérales, mais plutôt de miser sur le développement technologique, affirme-t-il. Au cours de ces 2 jours de conférence, près de 82 projets vont être présentés avec une valeur de 2,7 milliards de dollars. Alors, Nouhoum Sissoko, dites-nous quels sont les objectifs réels de ce 8e forum de la TICAD que la Tunisie abrite. Ce 8e forum constitue une opportunité de relance économique pour certains pays comme la Tunisie, en crise et à la recherche de nouveaux marchés. Pour Hedi Ben Abbès, président de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-japonaise, cette édition de la TICAD, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, vise également à implanter le Japon dans de nouveaux pays sur le continent et dans le secteur privé. Nous souhaitons que la Tunisie soit cette plateforme à partir de laquelle le pays du soleil levant peut investir au moins en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, faiblement couverte par les investissements japonais, comparée à l'Afrique du Sud ou au Kenya et à l'Afrique de l'Est, a-t-il ajouté Ibrahima Traoré. Merci beaucoup, Nouhoum Sissoko. Présidentiel au Kenya, l'opposant Raila Odinga a déposé un recours devant la Cour suprême afin de contester les résultats de l'élection présidentielle du 9 août dernier, à laquelle il est arrivé 2e. Je me tourne vers vous, Mohamed Sangaré. Bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors la Cour suprême a reçu les réponses au recours déposé par le camp Odinga, n'est-ce pas? Oui, Ibrahim, pour rappel, William Ruto a été déclaré vainqueur par le président de la commission électorale, mais le camp de Raila Odinga affirme que l'élection a été entachée d'irrégularité. Il a d'ailleurs immédiatement rejeté les résultats et a déposé un recours devant la Cour suprême lundi pour contester. Selon ces résultats, il était devancé par le vice-président William Ruto d'environ 230 000 voix, soit 50,49% contre 48,85%. Du côté de Raila Odinga, ses avocats estiment que les résultats déclarés ne sont ni complets, ni exacts, ni vérifiables.
L'équipe d'avocats de William Ruto s'est dite prête pour sa défense lors du dépôt de leur contre-argument devant la Cour suprême. Dans sa déclaration écrite, le vice-président sortant affirme que l'élection a été libre et équitable et demande à la Cour de rejeter le recours du camp Odinga qu'il qualifie de tragicomédie. La plus haute instance judiciaire du pays dispose de 14 jours pour rendre sa décision et en cas d'annulation du scrutin, une nouvelle élection doit se tenir dans les 60 jours. Le 15 août, l'annonce des résultats par le président de la commission électorale avait donné lieu à une division au sein de cet organe indépendant en charge de l'organisation du scrutin. 4 des 7 commissaires avaient annoncé rejeter les résultats quelques minutes avant leur annonce, reprochant au président de la commission sa gestion opaque et son absence de concertation. Ce dernier a rejeté ces accusations, affirmant avoir exercé ses prérogatives conformément à la loi du pays malgré l'intimidation et le harcèlement. Les observateurs redoutent qu'un différend juridique prolongé ne plonge le pays dans les troubles post-électoraux qu'il a pu connaître dans le passé. Si la Cour suprême confirme les résultats, William Ruto deviendra donc à 55 ans le 5e président du Kenya depuis l'indépendance du pays en 1963. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré, pour tous ces détails. En Centrafrique, une vingtaine de partis politiques et membres de la société civile protestent contre l'élaboration d'une nouvelle constitution décidée par le président Faustin-Archange Touadéra. Ils ont battu le pavé hier dans les rues de Bangui pour dénoncer la volonté du chef de l'État de faire sauter le verrou de la limitation du nombre de mandats. On en parle avec vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. La Centrafrique est-elle sur le chemin des pays qui ont déjà tenté cette expérience de modification ou de rédaction d'une nouvelle constitution ? Ce qu'on peut dire, Ibrahima Traoré, incontestablement, le vent de contestation du troisième mandat commence à souffler sur la Centrafrique. Le président actuel, Faustin-Archange Touadéra, qui achève son second et dernier mandat à la tête du pays, va-t-il résister à ce vent? Depuis la signature du décret par le chef de l'État et son premier ministre mettant en place un comité de rédaction de la nouvelle constitution, les choses semblent préciser un peu plus. Le comité est composé de 53 membres chargés justement d'élaborer un projet de texte qui pourrait être adopté par le Parlement ou par un référendum. Mais déjà, les voix s'élèvent pour dénoncer ce que l'opposition centrafricaine appelle une manœuvre. Environ 300 personnes se sont rassemblées hier samedi dans la capitale pour protester contre une nouvelle constitution. Les manifestants estiment que le nouveau texte fondamental va permettre au président Touadéra de s'éterniser au pouvoir. Manifestants qui scanaient des slogans tels que non à la manipulation, non à la dictature. Ils répondaient ainsi à l'appel du bloc républicain, une coalition d'une vingtaine de partis politiques et de l'opposition et des membres de la société civile. Si une partie de la population centrafricaine dénonce la rédaction d'une nouvelle constitution, une autre l'approuve. Les partisans de l'actuel chef d'État étaient également dans les rues de Bangui il y a quelques semaines pour réclamer un nouveau texte. Une manifestation pro-pouvoir qui n'a pas laissé indifférent le numéro 1 centrafricain. Je vous ai écouté, a-t-il martelé, avant d'ajouter qu'il prenait acte des sollicitations qui lui étaient parvenues. La question qu'on se pose, Ibrahima Traoré, le président Faustin-Archange Touadéra réussira-t-il à faire sauter le verrou de la limitation du nombre de mandats? Oui, un dossier à suivre. En Libye, 13 morts et 85 blessés. C'est le bilan de nouveaux affrontements entre milices rivales. Cette reprise des violences inquiète les représentations diplomatiques. Alors, Lassina Keita, vous suivez ce dossier pour la rédaction. Est-ce qu'on peut parler d'un début d'une nouvelle guerre en Libye? Ibrahim Traoré. La Libye fait l'objet d'une spirale de violence depuis la chute de Mohamed Kadhafi, un pays sous l'influence de 2 gouvernements rivaux. Dans la nuit de vendredi à samedi, des affrontements ont éclaté et le dernier bilan fait état de 23 morts et 140 blessés à Tripoli. Un bilan matériel également important à signaler, des impacts de balles visibles au flanc des bâtiments, des carcasses de véhicules dans les rues et les colonnes de fumée. Tout porte à croire l'utilisation des armes lourdes dans ces affrontements. Des combats entre groupes armés soutenant le gouvernement de transition dirigé par Abdelhamid Dbeibah et d'autres soutenant le gouvernement rival basé à Misrata et dirigé par Fatih Bachaga.
Même les hôpitaux n'ont pas été épargnés, selon le ministre de la Santé, affirmant que 6 d'entre eux ont été touchés. Des ambulances ont été également empêchées de circuler. Dans cette situation confuse, certaines représentations diplomatiques ainsi que l'ONU expriment leur inquiétude sur une possible reprise de la guerre en Libye. Le gouvernement basé à Tripoli, issu en 2020 d'un processus parrainé par l'ONU, a dénoncé la mise en exécution des menaces des forces fidèles à Fatih Bachaga, soutenues par le maréchal Khalifa Haftar, de prendre le contrôle de la ville. Le bureau des médias de ce dernier a pour sa part accusé le gouvernement de Tripoli, illégitime selon lui, de s'accrocher au pouvoir. L'ambassade américaine, la mission locale de l'ONU et le Qatar ont dénoncé cette reprise des combats les plus graves depuis l'échec du maréchal Khalifa Haftar en juin 2020 de conquérir Tripoli et un mois après des précédents affrontements qui avaient fait 16 morts dont des civils le 22 juillet. 13h dimanche, l'actualité hors du continent à présent avec l'opposition puis la presse qui l'ont surnommé le Watergate grec. Oui, en Grèce, un scandale d'espionnage a éclaté au cœur de l'été et ses remous éclaboussent jusqu'au Premier ministre. La surveillance par les services secrets du téléphone d'un opposant, l'actuel chef du PASOK Kinal, troisième force politique du pays, pourrait ouvrir une période d'instabilité politique à moins d'un an des prochaines élections. Au Pakistan, les inondations provoquées par les pluies de mousson débutées en juin ont provoqué la mort de 1033 personnes. C'est le dernier bilan publié ce dimanche par l'autorité nationale de gestion des catastrophes. Ce dimanche, 2 navires de guerre américains sont entrés en transit dans le détroit de Taïwan. C'est du moins ce qu'a annoncé la marine américaine, une première depuis des manœuvres chinoises sans précédent près de l'île. Et puis à Canaveral, en Floride, nous sommes donc aux États-Unis. La NASA a lancé le compte à rebours, la première méga fusée du programme Artemis qui doit décoller demain matin aux alentours de 8h33 heure locale. Ce premier vol test ne sera pas habité, mais l'objectif pour les Américains est de renvoyer des astronautes sur la Lune en 2025. Et cette fois-ci avec comme objectif d'y rester. L'actualité des sports dans quelques instants. Oui, les sports, c'est avec vous, Fambourou Djourti, bien installé. Bonjour, bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Football, tournoi, UFOA, zone A, des moins de 20 ans. La compétition démarre ce dimanche à Nouakchott, en Mauritanie. Oui, c'est le Cap-Vert et le Libéria qui ouvrent le bal cet après-midi à 16h30 GMT. Le sélectionneur Demba Traoré et ses protégés feront leur entrée en lice contre la Sierra Leone demain lundi à 19h30 GMT. Logés dans la poule A, les Aiglons du Mali affronteront le pays hôte, la Mauritanie, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, alors que la Gambie, championne en titre, en découdra avec le Sénégal, finaliste de la précédente édition, le Cap-Vert, le Libéria et la Guinée. Les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales et les finalistes décrocheront les 2 tickets qualificatifs de la zone pour la CAN des moins de 20 ans prévue du 8 février au 10 mars 2023 en Égypte. Le deuxième tour des qualifications pour le CHAN 2023 se poursuit. Les aigles locaux ont réalisé une belle opération hier samedi. Oui, le Mali a signé la plus belle performance de ce samedi. Les aigles locaux ont battu 2-1 la Sierra Leone à Monrovia au Libéria pour le compte du match aller. Amidou Sinayo 25e minute et Ousmane Kamsogo 48e minute ont inscrit les buts maliens. Le Mali recevra la Sierra Leone pour le compte du match retour le 3 septembre au stade du 26 mars. Concernant les autres matchs joués ce samedi, Madagascar est allé gagner au Botswana 1-0. Le Sénégal s'est offert la Guinée à domicile 1-0 également. Les Lions locaux se rassurent avant le match retour ici à Bamako. Oui,
puisque la Guinée, n'ayant pas un terrain homologué, a choisi le Mali pour son match retour. Il n'y a pas eu de vainqueur entre le Malawi et le Mozambique dans ses qualifications pour le CHAN 2023, le championnat d'Afrique des Nations. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, un but partout. Et enfin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire se sont quittés également sur un match nul 0-0. La deuxième journée des matchs de groupe de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta a pris fin hier avec 2 matchs. Effectivement, la deuxième journée des matchs de groupe a pris fin ce samedi avec 2 rencontres dans le groupe B. L'équipe du CNT a battu 3-1 celle de Kidal. Gao s'est imposé 1-0 devant Sikasso. Alors, à l'issue de la deuxième journée, le classement est comme suit. Dans le groupe A, Bamako 4 points, Koulikoro 4 points, Gouvernement 4 points, Présidence 1 point, Ségou 1 point et Kai 1 point. Dans le groupe B, Mopti 6 points, Gao 6 points, Sikasso 3 points, CNT 3 points, Kidal et Tombouctou 0 points. La troisième journée des matchs de groupe commence le mardi 30 août 2022. Inch'Allah, mondial féminin des moins de 20 ans, Costa Rica 2022. Le Mali est à l'honneur ce dimanche à la faveur du match de la 3e place à travers son arbitre assistante, Fanta Idrissa Kone. Oui, Fanta Idrissa Kone poursuit sa belle progression dans le monde de l'arbitrage. L'arbitre assistante internationale et le sifflet malien seront mis à l'honneur ce dimanche 28 août à la faveur du match de classement de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans Costa Rica 2022 entre les Pays-Bas et le Brésil, prévu à 22h30 heure de Bamako. Pour rappel, la native de Kati a déjà fait ses preuves dans cette compétition, précisément lors des matchs de poule en officiant des affiches telles que Allemagne-Nouvelle-Zélande ou encore Corée du Sud-France. Toute chose qui justifie sa désignation pour le match de classement. Médaille d'or à la CAN féminine Maroc 2022, Fanta Idrissa Kone est en passe d'offrir une nouvelle médaille à sa très chère patrie, le Mali. À titre de rappel, la finale du mondial féminin des moins de 20 ans oppose cette nuit à 2h l'Espagne et le Japon. La deuxième journée de la 4e fenêtre des qualifications au mondial de basket 2023 a vécu. Le Sénégal, l'Égypte et la Côte d'Ivoire signent 2 succès successifs, tandis que le Nigeria et le Soudan du Sud se sont réveillés. Oui, la Côte d'Ivoire continue de dérouler dans cette 4e fenêtre des qualifications au mondial de basket 2023. Après leur succès 78-66 devant le Nigeria, les éléphants ont enchaîné devant l'Ouganda 80-91. Le Sénégal a enchaîné également avec une deuxième victoire. Les Lions de la Teranga sont venus à bout de la Tunisie, pays hôte, par 63-73. Le Sénégal va affronter pour sa 3e sortie ce dimanche le Cameroun à 15h30 GMT. Le Nigeria a signé enfin sa première victoire dans la 4e fenêtre des qualifications pour le mondial 2023. Après leur revers face à la Côte d'Ivoire 78-66, les 10 Tigers ont dominé la Guinée 89-70 ce samedi pour le compte de la deuxième journée du groupe E. Le Sili National s'incline ainsi pour la 2e fois dans ce tournoi. Et l'Égypte a enregistré sa 2e victoire aussi. Les Pharaons sont arrivés à bout du Cameroun 86-74. L'Angola a remporté le duel lusophone. Les Palancas Negras ont battu le Cap-Vert 65-58. Et pour terminer sur le plan national, sachez que le carré d'as du championnat national de basketball démarre ce lundi. Merci beaucoup, Famouri Diorté. C'était le journal des sports. Focus santé. Et focus aujourd'hui sur la santé bucco-dentaire. On parle de la plaque dentaire. La majorité des Maliens, pour ne pas dire la population mondiale, a la plaque dentaire. Le phénomène, ou un phénomène pas donc rare, cette couche collante se trouve dans la bouche de tout le monde et provient des aliments que nous mangeons. La plaque dentaire s'accumule avec le temps et augmente le risque de carie dentaire ou d'autres problèmes dentaires. Alors, comment éliminer ou tout simplement éviter la plaque dentaire? La réponse dans Focus Santé, une réalisation de Barakissa Ouattara. Comme beaucoup de Maliens, il a fallu une douleur atroce au niveau de la gencive de Bakary Berté, un patient rencontré sur place pour qu'il vienne se faire consulter au Centre national de dentostomatologie. Le diagnostic lui a révélé des plaques dentaires, mais avec le temps, les plaques se sont endurcies et se sont transformées en tartre. Dr Alfousséni Touré, médecin stomatologiste et chirurgien maxillofacial au CHU Sénos. Les plaques dentaires, généralement, ça se forme quand vous consommez les aliments. C'est-à-dire vous avez des aliments qui sont riches en sucre, des aliments qui sont collants,
Donc généralement, quand vous consommez, l'hygiène bucco-dentaire doit être au rendez-vous. Si toutefois il y a l'absence de ça, ces plaques-là aussi vont se former, ils vont s'installer dans la durée. Et quand ils s'installent dans la durée, au tout début, ces plaques, on peut les enlever facilement. Mais une fois que ça dure, ça va se durcir. C'est là où en ce moment, on va parler de d'autres technologies médicales qu'on appelle les tartres. D'autres facteurs de risque comme la prise de médicaments peuvent aussi favoriser l'accumulation des plaques dentaires. Dr Alfousseni Touré, médecin stomatologiste et chirurgien maxillofacial au CHU Sénos. Il y a des personnes qui peuvent développer la sécheresse buccale qui sont liées à des pathologies, d'autres non, c'est-à-dire liées à la prise de certains médicaments, tels que les médicaments qui concourent c'est-à-dire les médicaments prescrits lors des pathologies de type épileptique. D'accord, ces médicaments-là agissent sur la sécheresse, la cavité buccale et ça rend la cavité buccale sèche. Les conséquences de la plaque dentaire peuvent aller d'une simple irritation de la gencive à une perte progressive des dents. Dr Alfousseni Touré. Les conséquences les plus probables, c'est que c'est des microbes qui vont transformer les restes d'aliments que vous allez laisser si toutefois vous ne vous nettoyez pas la cavité buccale régulièrement. Les résidus de ces aliments sucrés seront transformés en acides. D'accord? Et ce sont ces acides-là qui vont agir sur les tissus durs de la dent. Par exemple, un patient qui fait de cardiopathie. Donc, les cardiopathies sont là, les néphropathies, pour ne pas citer que ces deux pathologies. Donc, la dent peut être source d'infection. Et cette source d'infection peut prendre son départ à travers la plaque dentaire. Tant qu'on consomme des aliments, les plaques se formeront. Il est donc conseillé de se brosser les dents dans une fréquence modeste de 2 fois par jour. Dr Alfousseni Touré. Là, en ce moment, il faut faire du nettoyage continu. C'est-à-dire après, l'idéal, c'est après chaque repas, il faudrait nettoyer votre cavité buccale. Vous convenez avec moi, ça serait difficile aussi chaque fois que vous vous promenez avec votre brosse à dents. C'est la raison pour laquelle les gens ont convenu de faire au moins de les répartir en fonction de nos besoins, donc au minimum 2 fois par jour. Sinon, l'idéal, c'est après chaque repas qu'il faut nettoyer. Attention, les brosses à dents ne peuvent enlever que les plaques initialement installées. Une fois que ces plaques durcissent, difficile de les enlever. Dans ce cas, il faut l'intervention d'un spécialiste qui procédera au détartrage. Tout compte fait, tartre ou pas, un nettoyage bucco-dentaire est fortement conseillé au moins tous les 6 mois, soit 2 fois par an pour tout individu. Seul moyen de maîtriser son hygiène bucco-dentaire et éviter toute complication liée aux dents. Focus santé. 13h37, c'est donc tout pour ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Retrouvez dans quelques instants Fousseini Tounkara dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Grand merci à Bourama Traoré qui assure la coordination éditoriale de ce 13h dimanche. À la réalisation, Lassina Keita. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré. À la mise en ligne, Sekou Traoré et Cheikh Abdul Aziz Koulibaly. Grand merci également à vous, chers auditeurs. Prochain rendez-vous 19h30. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de la Radio Nationale du Mali. Au revoir.